Merci de me donner la parole. De l'Assemblée parlementaire Afrique-Union européenne, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, permettez-moi au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo d'exprimer ma gratitude pour l'organisation de cette session extraordinaire. Que vous m'accueillez ici aujourd'hui témoigne de l'attention que vous portez à la situation en République démocratique du Congo. Que je me tienne devant vous dans l'heure la plus sombre de mon pays est une marque de la foi que nous avons placée dans les principes et les valeurs que nous partageons, ceux que je viens ici invoquer. Mais que cette intervention se tienne alors, jour après jour, que la ville de Goma demeure sous occupation illégale des forces rwandaises et que Kigali n'a toujours pas été sanctionnée par ses alliés les plus puissants, dont l'Union européenne, prouve que notre souffrance n'a ni ému les cœurs ni éveillé les consciences des décideurs. Alors que mes compatriotes endurent l'humiliation, la brutalité et la violence méthodique des forces de défense rwandaises et du M23, il me revient de parcourir le monde pour rappeler au reste de l'humanité que la nôtre existe. Alors je me demande, parviendrai-je aujourd'hui à vous convaincre que le moment est venu d'agir? Comme vous le savez, depuis la nuit du 26 au 27 janvier 2025, la ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, a été victime d'une agression, d'une violence inouïe de la part de la coalition des RDF et du mouvement terroriste M23. Cette attaque, préméditée et coordonnée, constitue une violation flagrante du droit international et une menace directe contre la paix et la sécurité en Afrique centrale. Aujourd'hui, Goma est une ville assiégée, coupée du monde par une attaque méthodique pensée pour infliger le maximum de souffrance. Cette offensive n'a pas seulement visé à prendre le contrôle de la ville, elle a systématiquement détruit les infrastructures vitales, plongeant la ville dans un blackout total. L'eau et l'électricité ont été délibérément ciblées, les routes principales coupées et même l'espace aérien verrouillé. Plus aucun convoi humanitaire, aucune évacuation médicale, aucun personnel d'urgence ne peut entrer ou sortir autrement qu'en passant par le Rwanda, l'occupant de fait de Goma, devenu maître absolu de qui reçoit de l'aide et quand. Pendant ce temps, chaque jour révèle de nouvelles horreurs. Il y a une semaine, on annonçait 300 morts, puis 700. Aujourd'hui, nous dépassons les 3000. Les images qui circulent sur nos téléphones, dans nos communautés, sont insoutenables. Des cadavres abandonnés, en décomposition, jonchant les rues de Goma, exposant la ville à un désastre sanitaire imminent. Et dans ce chaos, une rumeur persistante s'élève. Le Rwanda et le M23 orchestreraient le retour de populations déplacées, vantant un rétablissement de la stabilité. Mais d'autres voix chuchotent aussi et murmurent que ces convois de retour ne parviennent jamais à destination. 3 millions de civils sont aujourd'hui pris en otage par les forces d'occupation utilisées comme boucliers humains, tandis que les infrastructures essentielles continuent d'être démantelées. À cette tragédie s'ajoutent les 800 000 déplacés qui, ayant déjà trouvé refuge à Goma, se retrouvent à nouveau chassés, prisonniers d'un siège impitoyable. Cette horreur, chaque jour plus insoutenable, rend le silence du monde qui regarde encore plus assourdissant à nos oreilles. Un silence à peine troublé par une déclaration grotesque, celle du M23 annonçant un cessez-le-feu humanitaire. Faut-il en rire ou en pleurer? Comment peut-on invoquer l'humanité avec des mains encore trempées de sang des innocents? Comment prétendre à la paix après avoir méthodiquement semé la terreur? Ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une mise en scène cynique destinée à détourner l'attention pendant que l'irréparable se poursuit. À cette tragédie s'ajoute la réalité implacable de la guerre économique qui se joue en parallèle, car nul n'est dupe. Cette agression n'est pas une guerre de territoire uniquement, c'est aussi une guerre pour le pillage, un pillage systématique, industriel, qui alimente l'agression que nous subissons. Selon le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies, plus de 150 tonnes de coltan sont extraites illégalement chaque mois du sol congolais, détournées par le Rwanda et écoulées sur les marchés internationaux sous une étiquette frauduleuse de minerais rwandais. Et tout cela sous le couvert d'un partenariat florissant entre l'Union européenne et le Rwanda, scellé par un mémorandum d'entente sur les chaînes de valeur durables signé en février 2024. Un accord censé promouvoir un commerce éthique et responsable des ressources, mais qui, dans la réalité, offre à Kigali la couverture idéale pour écouler des minerais pillés au Congo sous un vernis
de l'égalité. Alors je pose la question, cette durabilité qui est défendue avec tant de ferveur, de quoi est-elle réellement faite? De principe ou de pragmatisme? D'engagement réel ou de justification commode? L'Europe, qui se veut exemplaire en matière de commerce responsable, peut-elle continuer à revendiquer cette posture tout en restant un acteur passif de cette prédation? Mesdames et messieurs, puisque nous sommes en Europe, et maintenant, permettez-moi donc de changer de langue parce que je sais que le multilingualisme est promu. Et j'aimerais poursuivre en allemand pour rappeler les efforts diplomatiques et politiques constants de la République démocratique pour naviguer cette crise. Frau Präsidentin. Madame la Présidente, depuis le début de cette crise, la République démocratique du Congo a choisi la diplomatie. Nous avons fait confiance au processus de Luanda. C'est un processus reconnu sous le parrainage de M. Lorenzo. Il s'agit de promouvoir la paix. Mais nous reconnaissons, nous constatons que le Rwanda n'a jamais tenu la trêve de 2024. Le Rwanda n'a pas tenu ses engagements. Le 15 décembre, le président Rwanda a boycotté le sommet convoqué et il est même allé plus loin. En effet, en janvier, il a exigé une médiation externe, ce qui est en violation du principe selon lequel on cherche des solutions africaines aux problèmes africains. Malgré tout, nous restons engagés dans le cadre de ce processus parce que nous sommes convaincus que ce n'est que par des négociations entre États souverains que l'on trouvera une paix durable. Mais il est indispensable que les violations commises par le Rwanda soient punies. C'est un problème qui concerne également l'Union européenne, qui ne peut pas rester spectatrice de ce conflit et qui remet en cause les équilibres sur le continent et qui a également un impact sur les intérêts de l'Union européenne. C'est pourquoi nous pensons qu'il est indispensable d'investir dans des mesures qui permettront de rétablir la paix. Il est indispensable de s'en tenir aux solutions et aux protocoles qui ont été adoptés. Et il est également inacceptable de continuer à se procurer des matières premières auprès d'un État qui fomente la crise. Le contribuable européen doit savoir que chaque euro qui est investi auprès du Rwanda peut contribuer à la déstabilisation de la République démocratique du Congo. L'Union européenne, qui finance la mission de paix de l'Union européenne, ne peut pas continuer à tolérer que le Rwanda continue à commettre des méfaits. Il est indispensable d'envisager d'adopter des sanctions vis-à-vis des coupables. Cesser également d'acheter du coltan auprès du Rwanda. L'Union européenne ne peut pas non plus continuer à financer cette guerre par l'intermédiaire de l'achat de minerais. Lorsque je m'adresse à vous, Madame la Présidente, je me souviens souvent qu'il est difficile de trouver un consensus entre 27 États membres. Mais je voudrais savoir depuis quand il est difficile de se mettre d'accord sur le respect de l'intégrité territoriale. Pour lesquels de vos États membres il est difficile d'essayer de prévenir le massacre de civils en agissant. Pour qui est-il admissible de détourner le regard lorsque des principes sont violés au nom de l'intérêt économique? J'ai toujours cru que ces principes étaient partagés entre nous, que ces valeurs étaient les vôtres comme elles sont les nôtres. Parce que lorsqu'il s'agit de défendre les idéaux qui vous sont chers, vous parlez d'une voix unie, sans hésitation, sans ambiguïté et en prenant des décisions immédiates. Donc lorsque nous, qui sommes vos partenaires, nous évoquons les mêmes principes, pourquoi hésitez-vous? Pourquoi entendez-nous une cacophonie? Pourquoi, lorsque vous nous demandez quelque chose, exigez-vous la clarté et des engagements, alors que lorsque nous demandons simplement que vous soyez cohérents avec vos valeurs, pourquoi
invoquez-vous la complexité de vos consultations internes? La République démocratique du Congo ne demande pas un traitement spécial. Nous demandons simplement que soient appliqués les principes fondamentaux du droit international, les valeurs que vous prétendez défendre. Les Congolais luttent avec courage et dignité pour défendre leur terre, leur peuple et leur avenir. Mais ils ne luttent pas uniquement pour eux. Ils luttent pour la souveraineté de tous et l'universalité du droit et pour la justice. L'histoire jugera la décision de ce Parlement, de tous nos partenaires et de nous-mêmes. Cela ne permet pas le luxe de l'inaction. Merci. Thank you very much. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci pour ce message très clair vis-à-vis de l'Europe. Merci pour ce message que vous adressez aux États membres. J'espère qu'ils vous entendront. Je vais donner la parole à notre deuxième invité. J'espère qu'il est en ligne. Je me tourne vers les techniciens. Nous accueillons Monsieur Mukwege. Nous sommes très heureux que vous ayez pu nous rejoindre. Vous êtes